Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Radio-trottoir. Alternative de communication en Afrique contemporaine. Préface de Jean Loïs. Louvain-la-Neuve, KB éditeur, Col. Question de communication, 13 1985. Épuisé. Paradigme de communication. Préface de Bernard Miège. Kinshasa, IFASIC édition 2004. Nouvelle anthropologie de la communication. Préface d'Alex Mukieli. Kinshasa, IFASIC édition 2006. Auteur étrange. Dictionnaire des principaux auteurs non francophones des SIC. Paris l'Harmattan 2006. Communication et dynamique de la globalisation culturelle. Avec Alain Kiyindou et Ludovic Robert Miyuna. Paris l'Harmattan 2009. L'information et la communication. Du chronique à l'Uchronique. Préface d'Anne-Marie Lolland. Paris l'Harmattan 2009. Internet et la rez-de-chaussée. Technologie, société, éthique. Avec Joseph Lino Pingy. Kinshasa, CD-Cirque 2010. Dédicace. À l'Éternel assis. Mon unique fille. Citation. Il est fort intéressant de se demander qu'est-ce que les journaux rendent public et qu'est-ce qu'ils taisent. Max Weber. Francfort-sur-le-Main, 19 octobre 1910. Préface. Isidore Nedewel et Enziem. Historien, professeur des universités, membre correspondant de l'Académie royale des sciences d'outre-mer. L'histoire du Congo n'a pas fini de révéler toute la quintessence et la diversité de sa fécondité. Pas étonnant, puisqu'elle est à la fois totalité et singularité. Totalité, elle l'est quand elle se prête à une lecture globale de l'ensemble des faits d'évolution. Singularité, elle l'est aussi quand elle s'attarde à feuilleter une par une les thématiques constitutives de cette synthèse. À présent que les contours de l'évolution globale du Congo commencent à être assumés à suffisance, il est temps d'entamer l'exploitation des multiples sentiers qui y conduisent mais qui se construisent également à partir de là. Jean Chrétien et Cambo, fin didacticien des sciences de l'information et de la communication, nous propose ici d'entamer cette démarche par la lecture d'une de ces histoires particulières. L'histoire du Congo dans la presse, et on est tenté d'ajouter et de dire, dans la presse et par la presse, nous apporte une nouvelle lecture de l'histoire coloniale. Elle nous introduit dans une certaine intelligence de cette matière qui pourtant passait pour être parfaitement maîtrisée. Marc Bloch n'avait donc pas tort. L'histoire avance davantage non pas tant par la découverte de nouveaux documents, mais par le fait de nouveaux regards portés sur des documents déjà connus. Qui avait conscience que l'histoire de l'exploration du Congo avait commencé par celle d'un simple et banal reportage d'un journaliste et amateur. Son succès va conduire son auteur, Henry Morton Stanley, à changer de fusil d'épaule et à se substituer à l'objet de son reportage, David Livingstone. De journaliste, le voilà converti en explorateur qui finit par arracher au fleuve Congo ses secrets géographiques les plus intimes. On aurait pu dire, s'agissant de l'histoire de la modernité congolaise, qu'au commencement était la presse. Je dis la presse. On a tort de confiner son rôle à celui passif, d'instrument de diffusion et de transmission de l'information, de spectatrice ou d'accompagnatrice d'événements, bref de simple observatoire de la vie. Cet ouvrage donne à prendre conscience qu'elle est aussi productrice de l'histoire. À sa manière, avec des instruments à sa portée, elle a forgé le destin du Congo, conduit ses populations à s'émanciper jusqu'à s'arracher du joug colonial. Nous voilà édifiés sur le rôle joué par les actions successives de la presse dans l'évolution du Congo. Celle entre autres, du mouvement géographique d'Alphonse Jules Wauters, qui a permis à l'opinion publique belge d'apprivoiser progressivement les visées léopoldiennes sur le Congo. Celle de la presse clandestine, comme le drapeau rouge du Parti communiste belge, qui a été à la base de l'éveil des marins congolais séjournant à Anvers. Celle aussi des périodiques missionnaires et des premiers organes de presse de l'entre-deux-guerres comme le Courrier d'Afrique ou la Croix du Congo, ou encore ceux nés après la Deuxième Guerre mondiale comme la Voix du Congolais ou Étoile Nyota, qui ont tous contribué à la formation des premières élites congolaises. Au demeurant, elles sont nombreuses,
des personnalités congolaises du monde de la presse, devenues acteurs politiques à l'indépendance. À la croisée de chemin entre la science d'Hérodote, la science politique et les sciences de l'information et de la communication, cette étude a la force de conviction d'un paradigme. On y décèle des ingrédients indispensables pour dissiper des malentendus, détecter des méprises et éclairer des ambiguïtés qui nourrissent les coulisses de l'histoire sulfureuse de la Belgique au Congo. C'est que cette presse, dans la succession des temps qu'elle traverse, ressemble à une sorte de palimpseste où s'écrit et se réécrit l'histoire du peuple congolais. N'a-t-elle pas fait accélérer le processus de sa décolonisation, rien qu'avec les pages du journal Conscience africaine, et léguer de là, à la postérité, une arme redoutable pour ses combats et ses conquêtes ultérieures? En choisissant de décrypter l'histoire du Congo à travers les écrits de la presse, Jean Chrétien Ekambo aura finalement rendu un hommage mérité à cet instrument de la démocratie, considéré non sans raison comme le quatrième pouvoir, après le législatif, l'exécutif et le judiciaire. En ce lendemain de la commémoration du cinquantenaire de l'indépendance nationale, cette étude vient revivifier les espérances ébranlées et les consciences en veilleuse afin qu'elles ne se lassent pas de se relancer et de consolider le pacte républicain, à la base des jalons d'un Congo plus fort et plus prospère. Voilà pourquoi, rien de tel pour les journalistes, les historiens et autres spécialistes des sciences sociales, que de revisiter cette histoire particulière du Congo par la lecture stimulante de cet ouvrage. Souhaitons cependant, très vivement, que cette première écriture soit rapidement complétée par le second sur l'histoire du Congo dans la presse au cours des 5 premières décennies de l'indépendance. NDAYWEL et NZIEM. Avant-propos. L'histoire s'est gratifiée d'audibles voiles et muettes saisons de la vie, ses précoces aubes ou ses tardifs crépuscules. L'histoire se veut ainsi fondamentalement une somme d'expériences. Le philosophe chinois Confucius ne considérait-il pas l'histoire comme un chemin parcouru, alors un chemin déjà parcouru? Albert Camus a cependant trouvé meilleure conciliation. Ce grand éditorialiste écrivit en 1945 dans sa revue Combat, le journaliste est l'historien du présent. Selon lui, en effet, seule la presse sait s'attribuer la rare vertu de restituer à l'histoire en train de s'écrire ses vivaces couleurs, ses ineffables sonorités et ses indicibles arômes. Hier, farouchement l'une contre l'autre, à ce jour l'histoire et la presse ne vont plus l'une sans l'autre. Qu'à cela ne tienne, de très précieuses monographies ont déjà été élaborées sur la presse congolaise, aussi bien par les étudiants que par des maîtres confirmés. À mon avis, il ne reste à présent que l'apport d'un patient travail de cohérence d'allure épistémologique pour muer ces contenus éparpillés en véritables traités d'histoire, de droit ou de politique de l'information au Congo. Je n'écris, ni ne compte réécrire l'histoire générale du Congo. Le présent ouvrage invite à revivre avec intensité les péripéties de l'histoire du Congo, mais alors en plongeant dans l'histoire de la presse de ce pays. De ce fait, le livre vise à montrer 1 degré comment la presse a orienté l'histoire de mon pays, 2 degrés comment différents propos diffusés à travers les médias ont déterminé l'opinion publique sur mon pays, 3 degrés comment les silences, oui cela aussi, de la presse ont pu susciter auprès des acteurs politiques et sociaux créativité et sens d'initiative. On le découvrira donc, la presse a toujours été la matrice de l'État dans mon pays. Depuis l'EIC, État indépendant du Congo, au XIXe jusqu'à la rez-de-chaussée République démocratique du Congo, au XXe siècle. Cela dit, arrive maintenant le moment de clamer ma gratitude, et d'abord plus précisément envers la presse. Merci à l'éditeur-directeur du journal Le Phare de Kinshasa, Polydore Muboyayi Mubanga, à son rédacteur en chef Jacques Kimpozo Mayala ainsi qu'à leur équipe de calibrage et de montage. De jeudi 30 avril 2009 au lundi 28 juin 2010, ils ont accepté de gaieté de cœur d'héberger dans leur colonne, chaque vendredi, ma chronique « Indépendance », dont la somme de production a constitué la substance du présent livre. Merci également à mon compatriote Jean Omasombo, qui œuvrant au Musée royal de Tervuren, en Belgique, a accueilli en février 2009 mon initiative avec bienveillance et sollicitude. Enfin, je me dois de mentionner ici les encouragements reçus de mes bons vieux amis, le cinéaste Raymond Nzanga Souquet, qui a toujours pu trouver et ajouter sa note d'artiste au projet généralement plat venant de son entourage, ainsi qu'au couple Didier et Anna Delannoy,
dont le double regard belgo-congolais s'est toujours avéré pour moi d'une rare pertinence. À toutes ces marques de reconnaissance, il convient d'ajouter plus expressément celle qui doit aller vers mon aîné dans la science, le professeur Isidore Ndewel et Nziem, préfacier de cette œuvre et auteur de l'ouvrage Histoire générale du Congo, qui sert de référence principale sur le Zaïre-Congo. Il a eu l'amabilité de relire cette version peu habituelle de l'histoire de notre pays, qui, tout en se surprenant de s'écarter quelque peu des sentiers battus, s'est parfois autorisé de reconsidérer un certain nombre d'affirmations généralement propagées. Après l'histoire du Congo et de la presse avant l'indépendance se prépare avec grande précaution et patience, celle de l'après-indépendance. L'auteur. 1. Henry Morton Stanley, journaliste d'abord. L'anglo-américain Henry Morton Stanley, 1841-1896, est répertorié dans tous les manuels d'histoire surtout comme explorateur, voire un incomparable explorateur. Aujourd'hui nous apportons une utile et nécessaire précision. C'est plutôt en qualité de journaliste que Henry Morton Stanley a été envoyé en Afrique équatoriale, à l'âge de 28 ans et avec pour mission de réaliser à la fois un reportage et une enquête sur la mystérieuse disparition de David Livingstone. Médecin écossais et missionnaire protestant, 1813 à 1873, David Livingstone a été exceptionnellement honoré à son retour en 1856 en Grande-Bretagne, après avoir exploré l'ensemble de l'Afrique australe, traversé le désert de Kalahari, découvert le fleuve Zambèze ainsi que, surtout, après avoir parcouru le continent africain de l'ouest à l'est, c'est-à-dire du littoral atlantique, Angola, aux côtes de l'océan Indien, Tanzanie. Et lorsqu'il avait atteint en 1855 les chutes Mosi-Oatunya, la fumée qui tonne, en dialecte de la tribu zambienne Kololo, il honora la cour royale britannique en rebaptisant ses splendeurs naturelles du nom de chute Victoria. Et pour immortaliser toutes ces découvertes, il publia un livre à succès Missionary Travels and Researches in South Africa, 1857, sous le patronage de la prestigieuse Royal Geographical Society. Devenu ainsi explorateur célèbre, il se lance à partir de 1866 à la recherche des mythiques sources du fleuve Nil, sur financement du gouvernement britannique. Pendant plusieurs mois, les nouvelles de Livingstone ne parvinrent plus en Europe, ce qui entraîna des doutes sur ses chances de survie. Découvrir le sort de ce personnage illustre était donc devenu un défi à relever. Depuis l'Antiquité, le long fleuve Nil sortant du ventre de l'Afrique nourrissait de nombreuses légendes chez les Grecs et les Romains. Les Européens furent longtemps intrigués par la longueur de ce cours d'eau, 6695 km, qu'ils ont vainement essayé de remonter jusqu'à la source à partir de son embouchure en mer Méditerranée. Ils s'étaient convaincus, en effet, à partir du Moyen Âge et des écrits en latin de l'évêque et historiographe allemand Otto de Freising, 1114 à 1158, que la source de ce fabuleux fleuve était située sur un riche et énorme territoire d'Afrique, gouverné par le roi prêtre Jean, un monarque que l'on pressentait aussi puissant que le pape ou l'empereur de Byzance. Une autre légende circula plus tard en Europe, faisant croire que les fleuves africains Nil et Congo sortaient d'une même source. Cette insuffisance d'information mettait très mal à l'aise les savants. L'amirauté britannique le confessa. Pareille ignorance est incompatible avec l'état avancé de la science géographique. Elle ne fait point honneur aux Européens qui, depuis 3 siècles, occupent divers points de la côte près de l'endroit où le Zaïre se déverse dans la mer. Stanley, grand reporter au New York Herald. Stanley ne se rendit pas en Afrique équatoriale de son propre gré. Il y fut mandaté par la rédaction du journal américain New York Herald, organe créé en 1835 par le journaliste James Gordon Bennett, 1795 à 1872. La publication de l'éditeur James Gordon Bennett avait déjà connu ses heures de gloire et son tirage était satisfaisant. Ses concurrents locaux directs étaient d'abord le journal New York Sun, lancé 2 ans plus tôt ainsi que les publications venues plus tard, le New York Tribune de Horace Greeley en 1841, le New York Times de Henry Jarvis Raymond et George Jones en 1851, le New York World en 1860 mais racheté une vingtaine d'années après par Joseph Pulitzer. Cela dit, il sied d'indiquer que James Gordon Bennett est arrangé parmi les précurseurs du courant dit nouveau journalisme aux États-Unis. Certes,
Il demeure établi que c'est le numéro publié par le New York World le 11 mai 1883, qui demeure symboliquement le point de départ de ce nouveau journalisme, un journal à la fois bon marché, informatif et distrayant. Mais il reste tout aussi vrai que la ligne éditoriale du journal de James Gordon Bennett ainsi que sa conduite rédactionnelle était déjà si moderne. Rechercher l'exclusivité, raconter l'histoire de l'intérieur, accorder la parole aux acteurs directs de l'événement. Parmi les autres innovations journalistiques amenées par James Gordon Bennett, nous pouvons encore citer le reportage de guerre, les correspondants permanents en Europe, l'envoi télégraphique des dépêches, les articles financiers de Wall Street, etc. De ce point de vue, le rédac-chef de New York Herald avait directement perçu chez son jeune journaliste Henry Stanley des qualités certaines. Qui était-il donc ce jeune homme ? D'abord, Stanley est né le 28 janvier 1841 d'un père britannique, John Rowlands. L'enfant devint orphelin assez tôt et mena une adolescence difficile. Il dut se faire embaucher à 14 ans comme apprenti marin, et put ainsi débarquer en Amérique. La quête de ressources pour la survie lui fit découvrir un homme d'affaires qui le prit à son service, l'adopta et lui céda même son patronyme, Henry Stanley. Fixé ensuite à New Orleans, la plus grande ville de l'État de la Louisiane si attachée au maintien de l'esclavage des Noirs aux États-Unis, le jeune Stanley dut tout naturellement s'enrôler comme soldat dans l'armée du Sud pendant la guerre de sécession, 1861-1865. L'on peut donc dire que, avant de se rendre en reportage sur le continent africain, Henry Stanley avait déjà pu côtoyer beaucoup de gens n'ayant que peu de considération pour la race noire. Fait prisonnier par les nordistes, il changea de camp sans état d'âme et devint alors soldat de l'armée du régime abolitionniste. Enfin, à l'issue de la guerre de sécession, Stanley devint correspondant de presse. Bien lui en prit. À la bataille décisive qui vit les troupes anglaises vaincre le 10 avril 1868 le Négus Théodorus II d'Abyssinie, actuelle Éthiopie, et s'emparer de sa capitale Magdala, le reporter Henry Stanley y réussit sa première exclusivité de reportage de guerre. En réalité, Stanley dut soudoyer l'employé chargé des communications de la Compagnie de Suez, qui lui permit d'être le premier à télégraphier son scoop à son journal New York Herald. Ainsi, lorsque le bruit de la disparition de David Livingstone se répand en Europe, Gordon Bennett pense tout de suite à Henry Stanley pour un reportage en Afrique. Objet, retrouver les traces de Livingstone. Effectivement, Gordon Bennett avait l'ambition d'un scoop, retrouver Livingstone mort ou vivant. En tout cas, Gordon Bennett tenait à tout prix à devancer la Royal Geographical Society, la société savante anglaise qui nourrissait de son côté la volonté de se mettre à la recherche de Livingstone. Stanley en Afrique équatoriale. Stanley s'en va donc en 1870 en Afrique, une année après son scoop réussi en Abyssinie. Il aborde le continent par le littoral de l'océan Indien. Il est à noter cette première aventure journalistique survenue à Henry Stanley. À son arrivée à Zanzibar le 6 janvier 1871, il ne trouva ni lettre de créance ni argent comme le lui avait promis son patron James Gordon Bennett. Et pour pouvoir poursuivre son expédition, le journaliste dut ainsi se faire avancer de l'argent par le consul américain à Zanzibar, William H. Atom. Henry Stanley pouvait raisonnablement compter sur une telle sollicitude, d'autant plus que la présence commerciale américaine à Zanzibar était assez solide depuis l'ouverture du consulat en 1837. Comme d'autres puissances européennes, les États-Unis étaient alors fort intéressés par les produits négociés dans ce comptoir, ivoire, peau, cori. L'on sait par exemple que, au milieu du XIXe siècle, les Américains avaient produit et vendu une grande quantité de peignes et de claviers de piano en ivoire. Le problème d'argent résolu, avec patience Henry Stanley commence à accumuler les informations sur le pasteur. Est parti des États-Unis depuis 411 jours et après avoir parcouru 3500 km, le reporter rencontre enfin le pasteur Dr David Livingstone, le 10 novembre 1871. Malade et à court de vivres, cet explorateur britannique s'était fixé à Ujiji, au bord du lac Tanganyika. Excellent journaliste, Stanley sait que toute improvisation se prépare. Avec minutie, il a alors monté le scénario de sa rencontre historique. Il va vers son interlocuteur comme sur une scène de théâtre,
avec en bouche une phrase bien élaborée et bien assimilée. Dr Livingstone y présume? Dr Livingstone, je suppose. Le scoop était acquis et accompli. Et le livre qui sortit par la suite fut un réel succès de librairie. Titre évocateur, Away Livingstone 1873. Le sous-titre de l'ouvrage est plus pittoresque. Travels, Adventures and Discoveries in Central Africa including en Akun. L'ouvrage est rédigé en style descriptif et en narration personnalisée. En tout cas, la prose offre des images permettant à tout lecteur de se figurer les paysages et les événements. Que n'aurais-je pas donné, écrit Stanley, pour avoir un petit coin de désert où, sans être vu, j'aurais pu me livrer à quelque folie, me mordre les mains, faire une culbute, fouetter les arbres, enfin donner libre cours à la joie qui m'étouffait. Mon cœur battait à se rompre, mais je ne laissais pas mon visage trahir mon émotion, de peur de nuire à la dignité de ma race. Prenant alors le parti qui me parut le plus digne, j'écartai la foule et me dirigeai entre deux haies de curieux vers le demi-cercle d'Arabes, devant lequel se tenait l'homme à la barbe grise. Tandis que j'avançais lentement, je remarquai sa pâleur et son air de fatigue. Il avait un pantalon gris, un veston rouge et une casquette bleue à galons d'or fanés. J'aurais voulu courir à lui, mais j'étais lâche en présence de cette foule. J'aurais voulu l'embrasser, mais il était anglais et je ne savais pas comment je serais accueilli. Je fis donc ce que m'inspiraient la couardise et le faux orgueil. J'approchai d'un pas délibéré et dis en ôtant mon chapeau, « Le docteur Livingstone, je présume ?» Cette avance conquise par les journalistes au détriment des géographes rend la presse triomphaliste et encore plus imaginative. En effet, pour une seconde fois en octobre 1876, ce sont deux journaux de deux continents différents qui conjuguent leurs efforts financiers. Le New York Herald, bien entendu, mais aussi le quotidien londonien du matin The Daily Telegraph. Le journal The Daily Telegraph mérite une meilleure connaissance, car c'est à travers cet organe de presse que beaucoup de lecteurs en Angleterre et en Europe ont découvert le Congo, notamment à travers les récits de Stanley. Ce journal a été lancé le 29 juin 1855 par un officier de l'armée britannique, le colonel Arthur Burroughs Slay, 1812 à 1885, qui avait un certain penchant pour l'écriture. Le nom originel attribué par Astley était The Daily Telegraph and Courier. Les historiens de la presse affirment néanmoins que l'intention de départ de l'officier était de créer un organe de presse lui permettant de lancer quelques piques au général Prince George, 1819 à 1904, duc de Cambridge. Slay en voulait à son supérieur. Homme de caractère et doctrinaire, le général Prince George avait une telle posture au sein de l'armée qu'il en imposait à plusieurs, ce qui l'amena par ailleurs à devenir commandant en chef dès 1856 et à demeurer à ce poste 39 ans durant. En tout cas, Arthur B. Slay et bien d'autres reprochaient à ce chef militaire de ne s'en référer qu'à leur statut social, non pas tant à leur mérite, dans ses actes de promotion des officiers. Troisième quotidien anglais après The Times, 1785, et The Guardian, 1821, le journal d'Arthur B. Slay n'eut que moins de 3 mois de vie. Il fut alors repris par son imprimeur, Joseph Moses Levy, 1812 à 1886, qui était par ailleurs aussi éditeur et propriétaire de l'hebdomadaire Sunday Times. Cette cession si rapide était due au fait que la comptabilité de The Daily Telegraph and Courier de Slay ne parvenait plus à honorer les factures d'impression de cette publication. La direction du nouveau The Daily Telegraph fut alors confiée à Edward Levi Lawson, fils du patron, et Thornton Lee Hunt. Le premier numéro sortit des presses le 17 septembre au faible prix de 1 penny, ce qui permit aux jeunes animateurs de conférer à leur publication un joli slogan « The largest, best and cheapest newspaper in the world ». Et déjà l'année suivante, le tirage se hissait déjà à 27 000 exemplaires. En tout état de cause, la distribution à travers le monde entier était bel et bien l'ambition de la nouvelle équipe dirigeante, et l'association avec le journal américain The New York Herald n'était aucunement un hasard. Après le scoop de Henry Stanley ayant retrouvé David Livingstone en Afrique, The New York Herald et The Daily Telegraph ne dissimulent plus leur autre dessein. Ils se donnent désormais une double ambition, journalistique et géographique. Et ils commandent une expédition à caractère spécifiquement géographique, découvrir les mystères du ventre du continent africain.
Non seulement les deux organes de presse voulaient parvenir à compléter les explorations de Livingstone, mais ils entendaient également relever le défi d'une lamentable expédition anglaise précédemment envoyée en 1816 en vue de remonter le fleuve Congo à partir de son embouchure. Dirigée par le capitaine James Kingston Tuckey, l'expédition ne parvint pas à dépasser 280 km et perdit jusqu'à 18 membres sur les 56 Européens qui en faisaient partie. La nouvelle mission est donc confiée à Henry Stanley. Pas naïf du tout, le reporter savait pertinemment bien, comme il l'a écrit plus tard, que l'hécatombe qu'avait subie l'expédition du capitaine Tuckey fit que pendant plus d'un demi-siècle, aucune nouvelle mission scientifique n'osa se hasarder au Congo. Mission totalement accomplie par Stanley. Le journaliste traversa l'Afrique l'est à l'ouest, c'est-à-dire de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Avant de quitter l'Afrique orientale et d'aller entamer ce qui n'était pas encore fait, à savoir la descente du fleuve Congo, Henry Stanley parcourut d'abord en 1875 le lac Victoria, dans le souci de se rendre compte des découvertes antérieures réalisées par deux explorateurs britanniques, John Speke, 1827 à 1864, et Richard Burton, 1821 à 1890. Ces derniers étaient lancés depuis 1856 par la Royal Geographical Society à la recherche des sources du Nil et ont pu atteindre tous les grands lacs d'Afrique: Tanganyika, Victoria, Edward et Albert. Par la suite, Stanley descendit tout le fleuve Congo de son cours initial jusqu'à son embouchure, 7 août 1877. Grâce à lui et à cette dernière découverte, l'Afrique n'était plus une terra incognita, terre inconnue. Grâce à lui certes, mais aussi aux 173 Africains morts en cours de route ainsi qu'aux 3 Européens qui l'accompagnaient. Au total, 11 517 km parcourus en 999 jours à partir de Bagamoyo, sur la côte orientale du continent, révèle-t-il dans l'ouvrage Through the Dark Continent 1878, paru à Londres. Le livre aura autant de succès de librairie que les reportages qu'il publia peu avant dans la presse d'Europe et d'Amérique. Après la sortie de l'ouvrage en anglais, il fut traduit presque simultanément en 18 langues différentes. L'on retrouve dans cet ouvrage nettement le style de l'ancien correspondant de guerre qu'il fut, notamment lorsqu'il décrit la bataille sur le fleuve que lui ont livré les guerriers Bangala le 14 février 1877 à Iboko, près de Makanza actuel. Ce sont donc les écrits journalistiques de Stanley qui ont rendu célèbre ce jeune homme. Et c'est précisément la bravoure de ce journaliste qui a donné au roi Léopold II, 1835 à 1909, l'idée d'utiliser cet audacieux reporter pour des missions autres que journalistiques. La conférence de géographie. Pendant que Stanley se prépare à retourner en Afrique, pour le compte de New York Herald et The Daily Telegraph, de son côté le roi Léopold II peaufine depuis quelques mois l'organisation d'un colloque scientifique devant se tenir à Bruxelles au mois de septembre de cette même année 1876. Une conférence internationale de géographie. Léopold II n'est monté au trône que l'année dernière, en 1875. Il ne faut cependant pas penser que le jeune roi en est au tâtonnement de son nouveau règne. Il y trouve plutôt l'instance d'application de ses idées innovatrices, brassées depuis un certain nombre d'années déjà. La conférence de géographie poursuit un double but. D'une part, fédérer les savoirs et connaissances sur le continent africain, jusque-là éparpillés à travers les différents laboratoires et centres de recherche, et d'autre part positionner le monarque dans ce nouveau courant qu'est la pénétration européenne en Afrique. Mieux que d'autres, le roi Léopold II s'estimait mieux placé, notamment avec l'étoffe de monarque philanthrope dont il s'était drapé. En tout cas, le roi s'était promis de faire de Bruxelles le quartier général de ce mouvement civilisateur. Ces assises géographiques sont d'une importance capitale pour le roi des Belges. Les travaux se déroulent au Palais Royal de Bruxelles, du 12 au 19 septembre 1876. Les éminents géographes, explorateurs et philanthropes venus de toute l'Europe ont été conquis par l'intime courtoisie du roi Léopold II. Sont conviés aux assises, outre 13 personnalités belges, 14 autres personnalités africanistes venant de la France, de l'Autriche-Hongrie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Russie et des États-Unis. Il s'agissait notamment de, pour l'Allemagne Gustave Nachtigall, Georg Schweinfurth, Friedrich Rauch, pour la France Henri Duveyrier, le marquis Victor de Compiègne, Armand de Quatrefages de Bréau,
Pour l'Angleterre, Sir Henry Bartle frère, Sir William Mackinnon, lieutenant Vernet Cameron. Pour l'Autriche-Hongrie, lieutenant Lux. Pour l'Italie, commandeur Cristoforo Negri. Dans son discours d'ouverture, le roi Léopold II avait suggéré l'ordre du jour. Il s'agit de planter l'étendard de la civilisation sur le sol de l'Afrique centrale et de lutter contre la traite des esclaves. La conférence débouche unanimement sur l'idée de création de l'AIA, Association internationale pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale. Les participants mettent ensuite sur pied une commission internationale, de suivi, avec projet de création des comités nationaux dans les pays ayant délégué des émissaires au colloque. Le roi Léopold II dirigeait lui-même le comité belge, au sein duquel siégeait notamment le général topographe Jean-Baptiste Liagre, président de la Société royale belge de géographie. Le roi était aussi à la tête de la Commission internationale de suivi. Cette dernière structure était alors composée de Nachtigal Allemagne, de Quatrefages, France, et de Sir Bartle frère, Angleterre, ce dernier étant peu après remplacé par l'Américain Henry Sanford. Mais par la suite, la candide société savante AIA se mua en CEHC, Comité d'études du Haut-Congo. Ce comité d'études du Haut-Congo fut conçu au départ comme assiette financière devant réunir les souscriptions de ceux qui pensaient que l'affaire congolaise du roi Léopold II serait un fructueux investissement. Seulement 400 000 francs ont été réunis à côté des millions que consentait le monarque belge lui-même. Et dès 1882 l'AIA devint l'AIC, Association internationale du Congo, embryon prenant forme d'un nouveau et véritable État, dont le comité de direction était alors présidé par un homme du roi, le colonel Maximilien Strauch, 1819 à 1911. Stani, du journalisme au Palais Royal. Pendant que le roi Léopold II s'entoure des sommités de géographie à Bruxelles en septembre 1876, Henri Stani en demeure totalement écarté. En revanche, le roi suit pas à pas la deuxième aventure africaine du journaliste, qui débute presque exactement à la même période. En tout cas, le roi était bien renseigné sur les mouvements de Stani. Il avait vu le croquis du bassin fluvial du Congo, publié en septembre 1877 par le journal anglais The Daily Telegraph. Surtout, comme tout le monde, il eut la surprise de découvrir l'exclusivité du même quotidien annonçant dans sa livraison du 17 octobre que Stani avait pu descendre tout le fleuve Congo et qu'il se trouvait déjà à Boma depuis le 9 août. Et toujours très attentif, le roi avait pu lire aussi l'article conclusif que ce journaliste venait de signer dans le numéro du 12 novembre 1877 du même organe. Je suis persuadé que la question soulevée par cette puissante voie fluviale deviendra avec le temps une question politique. Jusqu'ici, toutefois, aucune des puissances européennes ne paraît revendiquer un droit de contrôle sur ce fleuve, Congo. Le Portugal y prétend, il est vrai, parce qu'il a découvert l'embouchure du cours d'eau, mais les grandes puissances, l'Angleterre, les États-Unis et la France, refusent d'admettre cette prétention. Si je ne craignais de refroidir, par la longueur de mes lettres, l'intérêt que vous portez à l'Afrique et à ce superbe fleuve, je pourrais invoquer bien des arguments pour démontrer que la solution immédiate d'une aussi importante question serait un acte de haute politique. Il me serait aisé de prouver que la puissance qui se rendrait maîtresse du Congo absorberait, en dépit des cataractes, tout le commerce de l'immense bassin qui se déroule derrière le fleuve. Ce cours d'eau était et restera la grande route commerciale vers l'ouest de l'Afrique centrale. Quant à Stani, le tout premier contact qu'il noue avec l'organisation de Léopold II se réalise à Boma, au littoral atlantique qu'il avait atteint en août 1877, après sa longue descente du fleuve Congo et avant de reprendre le bateau de mer pour rentrer en Europe. C'est avec Alexandre Delcommune, 1855 à 1922, un Belge arrivé à Boma en 1874 et œuvrant pour le compte de la factorerie française Thomas Béraud. Il y était donc 3 ans avant que Stani n'ait rencontré Livingstone, et 3 ans avant que Stani n'ait entrepris son voyage à l'intérieur du Congo. Cela prouve bel et bien que, à côté de bien d'explorateurs européens, le roi Léopold II avait en terre africaine des hommes qui menaient déjà des investigations pour son compte, bien avant la conférence de géographie de septembre 1876. 2 autres officiers de l'armée belge avaient également été utilisés par le roi à la même période et toujours pour l'exploration de l'Afrique centrale,
le capitaine Ernest Cambier, 1844 à 1909, et le lieutenant Louis Crespel, 1838 à 78. C'est après la mort de ce dernier, à Zanzibar, que le premier prit la relève d'une expédition destinée à prendre position sur le continent africain pour Léopold II à partir des côtes maritimes de l'océan Indien. Dans ce nouveau contexte créé par le succès de l'exploration de Henry Stanley, il ne restait plus au roi Léopold II qu'à envisager une entrevue directe avec ce journaliste explorateur. Le roi savait que Henry Stanley était rentré en Europe pour prendre repos. Il dépêcha donc à sa rencontre deux éminents émissaires qui l'attendaient en janvier 1878 à la gare de Marseille, alors qu'il débarquait du train express en provenance d'Italie. Le polyglotte diplomate baron Jules Grindel, 1835 à 1917, ainsi que le général américain Henry Shelton Sanford, ancien ambassadeur des États-Unis en Belgique, 1861-1869. Objet apparent de l'invitation du roi Léopold II, adhérer à l'AIA, en faveur de laquelle Jules Grindel prestait précisément en qualité de secrétaire général. Henry Stanley prétexta poliment d'un grand besoin de repos, et s'excusa de ne pouvoir se rendre immédiatement au palais du roi des Belges. En réalité, il espérait que les riches résultats de ses explorations fussent avant tout être exploités, et très probablement mieux récompensés par les Britanniques. Or, non seulement la Grande-Bretagne regorgeait de ses propres excellents explorateurs, mais elle ne se pressa pas de nouer contact avec l'anglo-américain Stanley. Le roi Léopold II réitéra entre-temps son invitation par son émissaire Albertis expédié en Angleterre à cet effet. Cette fois Stanley répondit avec promptitude. Il fut donc reçu au Palais Royal le 25 novembre 1878. Il est à noter que, alors que l'invitation du roi à Stanley concernait l'AIA, son audience auprès du monarque fut étendue à d'autres personnalités, précisément les souscripteurs du comité d'études du Haut-Congo, conçu une année auparavant. Il n'y était donc plus question de l'œuvre philanthropique de l'AIA, mais plutôt de la nouvelle entreprise CEHC. Ainsi, au cours de son entrevue avec le roi prit formellement fin la carrière de reporter de Stanley. Comme pour dire, il était venu chez le roi Léopold II en casquette de journaliste, Stanley en est ressorti avec celle d'un véritable fondé de pouvoir. Il est désormais passé au service exclusif de l'entreprise africaine du monarque belge. Le contrat de 5 ans signé avec le roi prévoyait une rémunération annuelle de 25 000 francs pendant son séjour en Europe, et le double lors de ses expéditions en Afrique. Selon son nouveau profil, Stanley se rendit alors pour la 3e fois au Congo, naviguant maintenant d'aval en amont, créant ici et là des comptoirs pour le compte de l'AIC, signant des centaines d'accords avec les chefs indigènes. Son contrat avec Léopold II et sa mission au Congo étaient clairs. Obtenir des chefs du Congo des concessions de terrain, avec faculté de tracer des routes et de mettre en culture tout le sol que nous sommes en état de cultiver. C'est ce Stanley créateur de l'État du Congo qui est le plus connu, Boula Matari, explorateur et conquérant. Boula Matari fut en fait le surnom attribué par les autochtones congolais à Henry Stanley et qui signifie « casseur de rochers ». En effet, Henry Stanley avait convaincu le roi Léopold II du caractère indispensable d'une voie ferrée par cette phrase devenue historique « Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny ». Il initia alors la construction d'une ligne de chemin de fer d'un peu plus de 360 km à travers un relief rocailleux, entre la ville portuaire de Matadi, près du littoral atlantique, et la ville de Léopoldville son terminus, dernier port en aval sur le tronçon navigable du fleuve Congo. Étant donné que cet impitoyable labeur, 1890 à 1898, fit perdre la vie à environ 7000 travailleurs, le surnom de Boula Matari fut depuis lors associé à l'idée d'impitoyables devoirs et d'inhumaines corvées imposées aux habitants par l'État. C'est aussi ce rôle tardif de Stanley bâtisseur d'une colonie qui a empêché jusqu'ici de découvrir chez lui un rôle plus grand encore, Stanley le journaliste. 2. De l'AIA à l'EIC, victoire du lobbying sur la presse. Après avoir évoqué le travail de la presse sur le Congo à travers les reportages du journaliste Henry Morton Stanley, le présent propos entend déjà évoquer le silence de la presse sur le Congo. En effet, à partir de 1879, Stanley est enrôlé par Léopold II pour une fonction de fondé de pouvoir,
consistant à négocier avec les chefs indigènes et établir des comptoirs commerciaux à travers tout le territoire du Congo. Pendant cette période, les informations sur le Congo restent pratiquement inconnues dans le pays du roi Léopold II. Non pas que soient inaccessibles les ouvrages écrits par Stanley, qui tout en étant initialement édités en langue anglaise, sont rapidement traduits en langues étrangères. Non pas que le roi ne sache pas soigner ses relations avec la presse. La raison est ailleurs. L'on sait aujourd'hui que le roi Léopold II faisait souvent apparaître dans la presse internationale des articles à la gloire de son œuvre civilisatrice. Il a à sa solde un journaliste du temps, Edgar Héman, à qui il verse 1000 FRS par mois. Précisons que le journal Le Temps, 1861 à 1942, était la plus importante publication de France début de la décennie 1880, avec un tirage dépassant 20 000 exemplaires. En fait, le roi Léopold II bénéficia aussi du fait que, en 1870, Le Temps avait opté pour des articles anonymes, en vue de donner à ses rédacteurs une plus grande indépendance d'esprit. Enfin, ajoutons que c'est ce journal Le Temps qui est le lointain ancêtre du quotidien français actuel Le Monde. En effet, cette dernière publication reçut en héritage en 1944 les locaux, l'imprimerie du Temps ainsi qu'un journaliste, Hubert Beuve-Mery. Cet homme était depuis 1935 correspondant de ce quotidien Le Temps à Prague, Tchécoslovaquie, dont il démissionna quelques mois après l'Anschluss, annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en mars 1939. La raison profonde de ces rapports plutôt discrets avec la presse est qu'il paraissait indispensable au roi Léopold II d'user à cette période d'une autre technique de communication pour susciter la sympathie et l'adhésion à son œuvre, le lobbying. La Croix-Rouge d'Afrique. Il convient de rappeler avec justesse la réussite de sa conférence de géographie de septembre 1876 à Bruxelles. Non seulement la trentaine d'invités venus de toute l'Europe ont été conquis par les courtoises attentions du roi Léopold II, mais ils ont également adhéré à l'idéal civilisateur de ce monarque. L'AIA bénéficiait ainsi d'une enviable marque de sympathie. En tout cas, dans ses contacts individuels, le monarque s'était toujours distingué comme un personnage élégant et charmeur, ayant d'ailleurs personnellement supervisé les préparatifs du colloque de Bruxelles pendant un peu plus de 3 mois. L'AIA avait donc pu passer aux yeux des savants et de l'opinion pour une œuvre de pure philanthropie, qui devait normalement être bien différente de l'entreprise AIC qu'elle deviendra plus tard, et qui se comportera comme véritable sujet de droit dans les relations internationales. Il est aujourd'hui établi que le nom d'Association internationale du Congo n'est cité pour la première fois que dans une lettre du roi Léopold II adressée le 9 octobre 1882 à son collaborateur le colonel Maximilien Strauch. L'historien belge Jean Stengers insiste sur ce détail de temporalité en vue de montrer que le passage de l'AIA à l'AIC n'a pas été accompli au grand jour. Dans cette association, avec qui Léopold II était-il associé ? Avec personne. L'AIC est un être purement fictif. Ce n'est qu'un nom, derrière lequel il n'y a que le seul Léopold II. Alors, pour réussir un subtil transfert de la sympathie recueillie en faveur de l'AIA vers l'AIC, le travail d'approche devait être plus méthodique. Aussi, pour persuader les décideurs à travers les grandes puissances d'Europe et les États-Unis, les émissaires de Léopold II ainsi que les diplomates de l'État belge se sentaient-ils obligés de prendre en considération les avis et opinions de chacun de leurs interlocuteurs étrangers, avant de tenter de les reconvertir en faveur de l'entreprise personnalisée du roi. La question congolaise n'était pas du tout facile à aborder à cette époque précise de fin du XIXe accent grave siècle. Tant étaient nombreux et diversifiés les enjeux en présence, notamment le trafic des esclaves, dont Stanley avait dit qu'il était jusqu'au moment où se tenaient encore les assises de Berlin, la seule occupation lucrative à laquelle se livrassent au Congo les Européens, Portugais, Français, Espagnols. Cela était d'autant risqué que le roi entendait présenter son intérêt pour le Congo plutôt sous un label philanthropique, en tout cas une œuvre comparable à la Croix-Rouge. Et il prophétisait que sa Croix-Rouge d'Afrique sera reconnue par tous les États civilisés. Un travail de proximité pour le changement d'attitude des uns et des autres était non seulement ardu mais aussi plein d'incertitudes. 2 illustrations opposées permettent d'en témoigner. Une illustration montrera, d'une part,
La force du lobbying en l'absence de la presse au Congo, sous le mandat de l'AIC. Victoire totale aux États-Unis. Une deuxième illustration montrera un résultat plutôt mitigé et comment l'absence d'une presse propre à Léopold II n'a pu être compensée par le lobbying in extremis. Semi-victoire en France. Victoire totale aux États-Unis. Le premier exemple d'illustration du lobbying pratiqué par Léopold II est tout à fait positif. Il s'agit de la sympathie qu'il recherchait auprès du gouvernement américain, et dont il obtint un soutien tout à fait exceptionnel. Nous avons déjà dit que le roi des Belges utilisait à bon escient les diplomates, tant ceux que son royaume mandatait auprès des autres puissances étatiques, que ceux que ces dernières accréditaient auprès du souverain. Aux uns et aux autres, Léopold II ne manquait pas de faire prévaloir la justesse de sa vision civilisatrice et désintéressée pour son œuvre africaine. L'une des personnalités à avoir accordé toute sa confiance au roi fut l'ambassadeur des États-Unis à Bruxelles de 1861 à 1869, Henry Shelton Sanford, 1823-1901. En tout cas, il sied de dire plus de 2 mots à propos de cet homme afin d'apprécier à sa juste valeur l'importance du lobbying, et dans le cas de l'entreprise congolaise de Léopold II, de la supériorité de cette technique de communication sur la propagande médiatique. Henry Sanford a longuement pratiqué la diplomatie. Il fut secrétaire d'ambassade des États-Unis en Russie, 1847 à 1848, en Allemagne, 1848 à 1849, et en France, 1849, avant d'y revenir en qualité de chargé d'affaires en 1853 à 1854. Il profita de ce long séjour en Europe pour obtenir un doctorat en droit à l'université de Heidelberg en 1849. Il va ensuite se retirer de la carrière diplomatique pour les affaires privées, ce qui l'amène en Amérique latine. Cette retraite est cependant de courte durée. Car, lorsqu'il rencontra Abraham Lincoln en 1860, il retint la bonne attention de celui qui deviendra une année après le 16e président des États-Unis. Comme soutien à la cause de l'Union des États américains au cours de la guerre de sécession, 1861 à 65, qui éclata dès l'élection de Lincoln à la tête du pays, Henry Sanford lui offrit une batterie d'artillerie. En guise de récompense, le chef de l'État lui conféra alors le titre honorifique de général. Abraham Lincoln le nomma ensuite ambassadeur des États-Unis à Bruxelles, important poste diplomatique en Europe où il demeura nettement plus longtemps, de 1861 à 1869, ayant alors exercé auprès de 2 souverains belges, Léopold Ier et son successeur Léopold II. À la fin de ce mandat, il retourne aux États-Unis et se remet dans le commerce du sucre de canne en Louisiane. Ce contact avec la communauté noire de cet État renforce sa sympathie pour les idées de Léopold II à l'égard de l'Afrique. Il travaille pour la promotion de cette vision. Bien qu'il soit lié aux intérêts privés du roi Léopold II, Henry Sanford s'est retrouvé à la conférence de géographie de Bruxelles en 1876 comme délégué du gouvernement américain. Par la suite, et nous l'avons déjà dit, au nom du roi, il fut l'un des émissaires de Léopold II chargé de convaincre Henry Stanley à travailler pour le roi des Belges. De toute évidence, tout en veillant à la promotion des objectifs majeurs de son pays les États-Unis, Henry Sanford demeurait toujours attaché au projet de construction de l'État congolais par le monarque belge. Le plus important pour lui était de parvenir à une conciliation féconde entre les intérêts de l'État américain et ceux plus personnels de Léopold II. En 1878, ses affaires commerciales l'amènent de la Louisiane en Floride. Ici Henry Sanford va créer une ville qui porte aujourd'hui encore son nom, Sanford City. Et, outre ses activités commerciales aux États-Unis, Sanford reste totalement impliqué dans le processus de création de comptoirs commerciaux au Congo. Pour se donner bonne allure et chercher à attirer d'autres adhérents à cette nouvelle entreprise, il en vint même à monter sous sa présidence The Florida Land and Colonization Society. Sanford comptait tellement sur la rentabilité de cette nouvelle activité marchande au Congo, qu'il mit au service de Stanley 2 bateaux à aube pour aider ce dernier à naviguer sur le fleuve Congo, bateaux baptisés si opportunément Florida et New York. Ces steamers prennent du service à Léopoldville à partir de 1887. Enfin,
Envoyé par Léopold II aux États-Unis fin 1883, Henry Sanford y mène un intense lobbying, au Sénat, auprès du département d'État, à la Chambre de commerce de New York ainsi que dans d'autres milieux qui comptent. Il s'installe à Washington, non loin de la Maison-Blanche et peut recevoir avec charme les hauts dignitaires de la politique américaine. Il parvient à se faire ouvrir les portes du cabinet du sénateur démocrate d'Alabama, John Tyler Morgan, 1824 à 1907, influent membre de la Commission des Relations extérieures, 1884 à 1890, réputé raciste et en tout cas nullement hostile à l'occupation de l'Afrique noire. L'intérêt du contact de Sanford avec cet acteur politique tenait en ceci que John T. Morgan était partisan de la réinstallation et de la colonisation par les Noirs américains des autres contrées du monde, dont Hawaï, Cuba et le Congo. En d'autres termes, John Morgan ne pouvait refuser que le Congo soit conquis par une puissance européenne. Le général Sanford parvint ensuite jusqu'au secrétaire d'État Frederick T. Frelinghuysen. Juriste, Frederick T. Frelinghuysen, 1848 à 1924, fut secrétaire d'État américain de 1881 à 1885, la conférence de Berlin s'étant déroulée entièrement pendant son mandat. Il ne manquait pas à cet ancien ambassadeur une pertinente étiquette sur sa carte de visite. Il est membre du comité exécutif de l'AIC en qualité de représentant des races de langue anglaise. Il a par ailleurs entretenu une correspondance écrite avec le président des États-Unis pendant près de 2 ans, lui relatant le succès remporté par le roi Léopold II dans ses négociations avec les chefs indigènes locaux, en matière de cession des terres. Le Congo y était aussi décrit comme un territoire en train d'échapper à la domination des esclavagistes arabes, et qui deviendra un espace de commerce rentable pour les négociants américains. Par ailleurs, selon l'historien Adam Hochschild, Sanford entretenait délibérément l'amalgame qui, dans certains cercles de décision aux États-Unis, faisait croire que le Congo fut découvert par un Américain, en l'occurrence Henry Stanley. Quoi qu'il en soit, le 21e président des États-Unis n'était pas politiquement si éloigné du général Sanford. Abolitionniste comme Lincoln, Chester Alan Arthur prit une part active dans la guerre de sécession, notamment dans le secteur logistique de l'armée. Cet avocat fut aussi parmi ceux qui avaient levé les fonds à New York pendant la campagne électorale d'Abraham Lincoln en 1864. Lors d'une visite en Floride, le président fut élégamment accueilli dans la verdoyante propriété du général Sanford. Aussi, seulement 2 jours après son arrivée à Washington, l'envoyé spécial de Léopold II fut-il promptement reçu le 29 novembre 1883 par le président des États-Unis en personne, à la Maison-Blanche. Les démarches projetées par le roi Léopold II et son émissaire Sanford pouvaient donc se poursuivre sous bon augure. Le général Sanford obtint du Sénat des États-Unis le vote d'une résolution le 10 avril 1884 invitant le président Chester Alan Arthur, 1829 à 1886, à reconnaître l'AIC comme puissance gouvernante au Congo. Henry S. Sanford put alors solliciter formellement la reconnaissance de l'AIC par les États-Unis, sous forme de déclaration écrite. L'État sans douane. Cette déclaration de reconnaissance intervient le 22 avril 1884, signée par le secrétaire d'État Frédéric Théodore Frelinghuysen, dûment autorisée à cet effet par le président des États-Unis d'Amérique, et en conformité de l'avis et consentement donné dans ce but par le Sénat. Il y est affirmé que, en vertu des traités conclus avec les souverains légitimes, le territoire du Congo a été cédé à cette association, pour l'usage et au profit d'États libres déjà établis ou en voie d'établissement, avec comme conséquence logique que lesdits États héritent de plein droit de cette cession. En plus, cette déclaration souligne que la franchise douanière sera totale, étant donné que cette décision a été prise afin d'aider le commerce à pénétrer dans l'Afrique équatoriale. Eu égard à cette internationalisation si hautement affichée du Congo, la déclaration poursuit. Le gouvernement des États-Unis proclame la sympathie et l'approbation que lui inspire le but humain et généreux de l'Association internationale du Congo, gérant les intérêts des États libres établis dans cette région, et donne ordre aux fonctionnaires des États-Unis, tant sur terre que sur mer, de reconnaître le drapeau de l'Association internationale à l'égal de celui d'un gouvernement ami.
Le président Alan Arthur confirma lui-même le caractère philanthropique de la l'AIC dans son message annuel adressé au Congrès, dans une terminologie proche du rapport que lui avait remis auparavant le général Sanford. La souveraineté de l'AIC fut ainsi reconnue par les États-Unis plus de 6 mois avant la tenue de la conférence de Berlin. C'est donc muni de cette aura et plein de satisfaction personnelle que le général Henry Shelton Sanford va participer, comme second délégué officiel des États-Unis, aux travaux de la conférence internationale sur l'Afrique qui s'ouvriront 7 mois plus tard à Berlin. Tout en étant un des fidèles coadjuteurs du comité de l'AIC, Henry Sanford se trouve dans une telle position de force qu'il n'éprouva nulle difficulté à convaincre son gouvernement d'insérer dans la délégation américaine également Henry Stanley comme personnage expert. Cette double présence de Henry S. Sanford et de Henry M. Stanley dans la représentation des États-Unis à Berlin fut une victoire totale pour le roi Léopold II, alors une victoire certaine que durent reconnaître même ses adversaires. La proclamation de neutralité de l'État indépendant du Congo est traduite dans l'Acte général de Berlin par la formulation juridique suivante. Chapitre 1er. Déclaration relative à la liberté de commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et faits circonvoisins et dispositions connexes. Article 1er. Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté. Le Congo a désormais une image reluisante, l'État sans douane. Ouverte à Berlin le 15 novembre 1884 sous l'autorité du prince Otto von Bismarck, 1815 à 1898, chancelier allemand de 1871 à 1890, cette conférence internationale entendait régler les conflits apparus dans l'occupation et le partage colonial de l'Afrique centrale. Mais l'implication des États-Unis, qui n'était pas un État colonisateur, s'était avérée utile pour départager les États européens les plus en vue dans cette perspective coloniale, dont notamment l'Angleterre, la France et l'Allemagne. L'article 13 de l'Acte général de Berlin stipule en effet « La navigation au Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issue de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands en charge ou sur l'Est de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. » En cela, précisément, l'intervention des États-Unis fut décisive pour le sort du Congo, à la fois en faveur du roi Léopold II et dans la perspective de l'internationalisation de ce territoire. Pour tout dire, ce fut aussi une victoire incontestable du lobbying, comme technique de communication, sur le travail ordinaire d'information ou de propagande que peut effectuer la presse. Demi-victoire en France. Le lobbying accompli en faveur de l'œuvre du roi Léopold II ne produisit pas des résultats aussi éclatants en France qu'aux États-Unis. L'on commencera par indiquer que le roi des Belges lui-même n'a jamais réussi à effacer la méfiance de la France envers lui, cette puissance européenne étant elle-même engagée aussi dans l'œuvre coloniale. Parmi les causes les plus décisives, il y a notamment la personnalité de Jules Ferry, 1832 à 1893, président du Conseil, chef de gouvernement, de février 1883 à mars 1885, c'est-à-dire à la période précise où se déroula la conférence de Berlin. Au sein de son gouvernement, Ferry s'était par ailleurs personnellement attribué le portefeuille des affaires étrangères. Il était donc le maître du dossier colonial. En cette qualité, Jules Ferry était un chaud partisan et un solide soutien de l'explorateur français d'origine italienne Pierre Sarvognan de Brazza, 1852 à 1905, concurrent direct de Henry Morton Stanley pour la conquête des concessions en Afrique centrale, qui parvint le premier à signer un traité avec le roi indigène Makoko. Pendant ce temps, l'homme politique Jules Ferry, avocat de profession et brillant orateur, poursuivait le soin de son image de marque en se faisant collaborateur dans les journaux en vue en France. Il jouissait ainsi d'une belle image de marque auprès des organes de presse tels la Presse d'Émile de Girardin, journal moderne lancé en 1836 et Le Temps créé plus tard en 1861. Jules Ferry se représentait l'action coloniale comme une véritable œuvre civilisatrice et il ne manquait pas de héros pour le clamer bien haut, dont l'emblématique écrivain Victor Hugo, 1802 à 1885. Maître Ferry, qui est franc-maçon, s'imaginait la colonisation comme une activité de promotion culturelle favorable aux colonisés, pour ainsi dire comme les Romains l'ont fait des Gaulois,
et non point comme une sainte croisade d'évangélisation ou une œuvre de philanthropie, comme voulait le montrer Léopold II. Autre élément de différence majeure. L'homme de main du roi des Belges en Afrique, Henri Monsieur Stani, traînait derrière lui plutôt l'image négative d'une gâchette facile, vis-à-vis précisément des autochtones noirs que le roi affirmait vouloir protéger. Les vues sur la percée européenne en Afrique noire par Jules Ferry ne correspondaient donc pas avec celles du monarque. Il ne manquait pourtant pas de facteurs de rapprochement, notamment le systématique lobbying réalisé par le mécène et riche collectionneur belge de tableaux installé à Paris, Arthur Stevens, 1825 à 1890. Issu lui-même d'une riche famille d'artistes, lié à de nombreux autres hommes de culture, Arthur Stevens avait aussi l'avantage d'une sincère amitié avec Victor Hugo, bien introduit auprès de Jules Ferry et qui était lui-même fort intéressé par les affaires coloniales. En tout cas, l'ancien journaliste devenu exclusivement le fondé de pouvoir du roi Léopold II depuis 1879, Henri Stani, n'était pas pris en estime par plusieurs dirigeants politiques européens, tant en Angleterre, en Allemagne qu'en France, qui lui reprochaient des méthodes éloignées de la promesse de civilisation publiquement proclamée par son employeur royal. Disons à ce propos qu'il demeure bien vrai que parfois l'on retrouve dans les textes écrits par Stani lui-même des allusions qui peuvent accréditer une telle affirmation. J'avais tout mon personnel sous la main, à portée de fusil. L'on s'attendait ainsi à des négociations fort difficiles entre la France et Léopold II, à cette époque où les grandes puissances européennes se livraient une lutte sans merci pour la conquête des terres en Afrique. Or, dans sa stratégie de lobbying, le roi des Belges s'était parfaitement rendu compte que tout en lui étant opposé sur le plan idéologique, il n'était pas exclu que la France arrive à concéder quelques faveurs à ses protagonistes au cours des pourparlers. Cela ne pouvait être possible que si et seulement, si la France trouvait un intérêt évident dans la tractation. Alors, Léopold II eut l'opportun génie de faire à la France la promesse d'un droit de préemption sur le Congo, au cas où le roi se montrerait défaillant dans la gestion de cet immense territoire. En retour et avec cet espoir de succéder un jour à Léopold II comme propriétaire de ce vaste sous-continent, la France accepta le Congo de Léopold II dans les frontières qui sont les siennes jusqu'à ce jour. Ce fut donc pour le roi seulement une demi-victoire. Pour la France en revanche, ce fut certainement une grande victoire. Car l'héritière présumée n'était pas du tout loin. La France était une puissance dont les possessions sont limitrophes de celles de l'AIC. Le délégué français à la conférence de Berlin, l'ambassadeur baron de Courcelles, n'a pas manqué le 23 février 1885 de rappeler si opportunément ce voisinage. Deux autres raisons justifiaient la satisfaction française. D'une part, à la différence de la situation des possessions d'Afrique occidentale, que la France n'entendait partager là-bas avec personne, la liberté de circulation ici au bassin du Congo était reconnue à toutes les nations. Ce qui était alors désigné sous le terme de « bassin du Congo » correspondait à l'ensemble du territoire occupé par Léopold II, son fleuve, son embouchure ainsi que ses affluents. D'autre part, Jules Ferry avait obtenu, par convention du 5 février 1885 avec l'AIC, la fin des prétentions du roi Léopold II sur la région du Nyari-Kwilu. Le monarque belge avait fini reconnu la souveraineté de la France, au-delà du méridien de Manyanga, ainsi que le partage des eaux du fleuve Congo en ligne médiane jusqu'au Stani Pool. Le bassin du Congo. Cet accord avec la France est également la conséquence d'un consensus intervenu à la conférence de Berlin. La définition du concept de bassin du Congo. Cette définition semblait satisfaire tout le monde, mais chacun protégé dans ses intérêts particuliers. Pour Léopold II, le Congo était reconnu dans ses frontières voulues par lui et son explorateur Stani. Pour les autres puissances, l'étendue du Congo était devenue une vaste opportunité de commerce, au nom de la liberté de circulation qui était proclamée par le traité de Berlin. La question se posa déjà 5 jours seulement après le début des travaux. C'est Émile Banning, directeur général au ministère belge des Affaires étrangères, qui dut donner la première réponse ce 20 novembre. Pour lui, le bassin du Congo signifie l'étendue du territoire drainé par le fleuve. Mais c'est le conquérant du territoire congolais pour le compte du roi Léopold II, Henri Stani, qui, devant la commission technique de la conférence de Berlin le 23 février,
dut lui-même déterminer plus clairement ce que l'on devait correctement entendre par bassin du Congo. Didactique, Stanley l'a été à plus d'un égard. C'est chose très facile que de définir le bassin géographique du Congo. Car ajoute-t-il, tout écolier sait que le bassin d'un fleuve, géographiquement parlant, comprend tout le territoire drainé par ce fleuve et ses affluents grands et petits. Et Stanley ajoute la précision qui s'impose. Mais pratiquement parlant, le bassin géographique du Congo pourrait être considéré comme représentant aussi le bassin commercial. Alors il en donne le tracé, avec force détail. Commençant à l'océan Atlantique, je suivrai la ligne de 1°25' latitude sud vers l'est jusqu'à 13,30° de longitude est de Greenwich. Le long de ce méridien je me dirigerai vers le nord, jusqu'à la crête de partage du Niger-Bénoué. De là, vers l'est je suivrai la ligne de faite qui sépare les eaux qui se jettent dans le Congo de celles qui se jettent dans le Chari, et poursuivant ma route vers l'est, le long de la crête de partage qui sépare les eaux du Congo de celles du Nil, je prendrai ensuite une direction méridionale puis orientale suivant la ligne de faite entre les eaux courant vers le Tanganyika et celles qui se jettent dans les affluents du lac Victoria. Je continuerai à suivre la ligne de faite vers le Tanganyika, en me dirigeant vers le sud jusqu'à la crête de partage des eaux qui se jettent dans le Zambèze et celles qui se jettent dans le Congo. Depuis ce point, sans quitter cette ligne de faite, je me dirigerai vers l'ouest jusqu'à ce que j'ai atteint les sources du tributaire principal du Kouango ou Kwa. De là la ligne en question suit la rive gauche du Kouango jusqu'à 7°5' latitude sud. De là elle se dirige vers le fleuve Logé et prenant une direction occidentale, suit le cours de ce fleuve jusqu'à l'océan Atlantique. Enfin, au chef de la délégation américaine John Akasson qui l'interrogeait sur le potentiel économique de ce Congo, Stanley a fait la synthèse suivante. Aucune région équatoriale ou tropicale ne peut rivaliser avec lui en fertilité. Quant à sa population, je l'estime à 90 millions d'âmes. Ce 23 février 1885 mit donc fin aux discussions sur le bassin du Congo, et ce même jour, les États présents à la conférence finirent tous par reconnaître l'AIC. Il y a lieu de souligner que, bien avant le début des travaux, l'Allemagne l'avait fait depuis le 8 novembre 1884. À la convention liant l'Allemagne et l'AIC, était jointe la carte de cet immense quadrilatère, dans les frontières dessinées par Stanley lors de sa séance de travail avec Léopold II au domaine royal d'Ostende le 7 août 1884. L'acte général de Berlin signé 3 jours plus tard le confirma encore plus clairement, avec des coordonnées géographiques définitives. Ainsi, le bassin du Congo fut délimité, au nord, par les crêtes des bassins contigus du Nyari, de l'Ougoué, du Chari et du Nil, au sud, par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, à l'est par tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyika et ses tributaires orientaux, et à l'ouest par la zone maritime s'étendant de l'océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2,30° jusqu'à l'embouchure de la Logé. Ainsi advint le bassin du Congo, non point comme œuvre de fiction issue de quelque imagination de Henry Stanley, mais comme fruit récolté à suffisante maturité par cet ancien journaliste, sur un arbre délicatement semé par d'experts géographes et patiemment entretenu par d'adroits lobbyistes. Victoire du lobbying sur la presse. 3. Alphonse Jules Wauters, géographe journaliste. L'État congolais a été construit grâce à une volonté tenace et perspicace, celle de Léopold II. Cela est déjà bien connu. Mais un autre fait demeure méconnu, l'apport d'une certaine presse pour gagner de façon systématique l'adhésion de l'opinion publique. L'honneur de cette tâche revient en grande partie au Belge Alphonse Jules Wauters, 1845 à 1916, un géographe de métier. Pourquoi donc un géographe ? Le précédent propos a évoqué les délicatesses dont Léopold II a entouré pendant toute une semaine la crème des savants d'Europe invités à sa conférence de géographie de Bruxelles, du 12 au 19 septembre 1876. Le roi des Belges connaissait parfaitement l'enjeu en présence. En ce XIXe siècle où s'entreprenait la colonisation, seul le crayon du géographe était en mesure de dessiner et de recréer un continent, en répartissant son territoire entre États européens demandeurs et en recommandant aux marchands les endroits les plus propices pour l'exploitation des richesses naturelles. Excellent magazine. Léopold II n'avait guère été abandonné par ses sujets belges,
même si la presse de son pays n'était pas encore suffisamment sensibilisée à son entreprise coloniale, et que les articles des journaux sur ce sujet étaient plutôt rares. En tout cas, cette pénurie d'écrits de presse ne pouvait pas être interprétée comme quelque hostilité de la population belge, ainsi que l'ont parfois insinué certains sommaires récits d'histoire. L'implication des géographes belges témoigne précisément d'une sollicitude manifestée par un service administratif officiel envers le roi et son aventure africaine. L'Institut géographique national, IGN, est une structure à la fois stratégique et scientifique dont s'est doté l'État belge juste une année après sa fondation en 1830, sous l'appellation pertinente de Dépôt de la guerre et topographie, DLG, avant de devenir en 1947 Institut géographique militaire, IGM. Stratégique, ce service public avait la charge de récolter toutes sortes de données relatives à la vie de l'État belge. Scientifique, ce service public devait établir des liens entre les disciplines scientifiques voisines, géographie, astronomie, agronomie, économie, histoire. Les experts diversifiés de l'IGN suivaient donc de près et rassemblaient des renseignements sur tout ce qui se passait en Afrique. Par voie administrative tout à fait normale, le roi était donc amplement et correctement informé sur le continent africain. Cependant, à côté de l'IGN officiel sont apparus, précisément à la faveur de la conférence internationale que le roi Léopold II a organisée à Bruxelles en septembre 1876, des initiatives privées s'occupant de la matière géographique. Il en est ainsi notamment de la Société belge d'études géographiques, 1877, dirigée par le général Jean-Baptiste Liagre, 1815 à 1891, et qui éditait déjà son bulletin, ainsi que de l'Institut national de géographie, ING, qui s'est fait connaître du public par son financement d'une expédition cartographique au Congo, dirigée par Dr Joseph Chavannes, 1846 à 1902. Cette initiative témoigne du sérieux de l'un comme structure scientifique. En effet, Joseph Chavannes jouissait déjà d'une bonne réputation d'explorateur après avoir sillonné l'Amérique du Nord et du Centre ainsi que l'Afrique. Il a exercé comme rédacteur en chef dans la revue allemande Mitteilungen, fondée par le cartographe August Heinrich Petermann, 1822 à 1878, et appartenant à la Société impériale de géographie. 3 ouvrages ont été rédigés par Joseph Chavannes. En 1881 L'Afrique de nos jours et les hautes moyennes de l'Afrique, en 1883 Fleuves et cours d'eau d'Afrique. En 1884, l'un charge cet explorateur d'une mission précise, découvrir le lac Liba, situé au centre de l'Afrique, dans une contrée occupée en principal par les Pygmées. Pendant de nombreux mois, Joseph Chavannes parcourut le Bas-Congo, rédigea maintes notices et dressa plusieurs croquis qui aidèrent à prouver plus tard que ce lac n'existait pas. Les puissantes eaux qui se déversaient sur l'océan Atlantique à hauteur de Boma et Banana n'étaient autres que celles du fleuve Congo. Joseph Chavannes quitte Bruxelles le 5 février et arrive à Banana, le 23 avril 1884. Pendant ce temps, l'un qui a commandé l'expédition était également en train de concrétiser son patronage de la revue naissante Mouvement géographique. La tâche de rédacteur en chef de ce nouveau magazine est confiée précisément à un géographe. Il s'agit d'un géographe autodidacte qui faisait également montre de suffisantes prédispositions à l'écriture, Alphonse Jules Wauters, 1845 à 1919. Historien de l'art, il avait déjà presté en qualité de critique littéraire dans l'Écho du Parlement. Le premier numéro de la revue Mouvement géographique est offert sur le marché le dimanche 6 avril 1884. La rédaction, tenue quasiment par Agi Wauters seul, et l'administration sont logés au numéro 13 de la rue Béderode à Bruxelles. L'impression est assurée par l'imprimeur du roi P. Weissenbruch, rue du Poinçon numéro 45. Le prix en est 0,30 FRS. La publication se proclame « Journal populaire des sciences géographiques ». La jeune publication est donc un journal à la fois de géographie et de propagande. Le mouvement géographique promettait à son public, dans ce premier numéro, de rendre compte des grandes découvertes et des grands travaux d'utilité publique, tout comme il entretiendra l'esprit d'entreprise et soutiendra tous ceux qui s'efforcent d'ouvrir des horizons nouveaux, et de pousser le pays à sortir pacifiquement de ses étroites frontières. Tel était très exactement le dessein du roi.
Et le journal ne se prive guère de mentionner que ce mouvement de renaissance géographique est dû, en grande partie, avons-nous besoin de le dire, à sa philanthropie éclairée, à son action persévérante. En tout cas, quoique se défendant d'être un journal inspiré par la cour royale, il était établi que Agivoters était fort lié au capitaine Albertis, 1845 à 1915, officier d'ordonnance du roi. En plus, de façon si symbolique, le siège même du journal était situé dans un espace de la ville de Bruxelles accaparé par les entreprises d'Albertis, dénommées avec plaisanterie les compagnies de la rue Brederode. Albertis était alors un homme d'importance et d'influence en ce qui concerne les affaires coloniales. Jeune officier sorti de l'école de guerre en 1876, il eut la chance d'être recommandé par le commandant de l'école de guerre lui-même, le colonel Joly, pour un poste à la maison militaire du roi, qui avait exprimé le désir de s'associer à un attaché aux affaires coloniales. Il y est reçu le 26 juin, donc moins de 2 mois avant le début des travaux de la Conférence de géographie de Bruxelles le 12 septembre. Ces assises furent ainsi pour l'officier une efficace entrée en matière. Et lorsque l'année suivante, il épousa Julie, fille de l'ingénieur Motin des chemins de fer, Albertis vit se dessiner devant lui une certaine trajectoire. Son rapprochement avec le mouvement géographique naissant en 1884 fut ainsi, plus simplement, une manière de manifester le rôle plus éminent que jouait désormais Albertis dans la stratégie coloniale de Léopold II. Depuis le 11 octobre 1883, il est promu officier d'ordonnance du roi, et il fut à ses côtés tout au long du déroulement de la conférence de Berlin et lors des premières années d'existence de l'EIC. Le roi pensa même à nommer Albertis secrétaire général de l'EIC, mais ce dernier réussit à l'en dissuader. À tout prendre, le mouvement géographique est un excellent magazine. Sa pagination n'est pas trop abondante, 5 à 10 pages. Les témoignages sont nombreux, ceux recueillis auprès des Belges demeurés en métropole ou auprès de ceux qui se sont expatriés sur le territoire congolais. La compétence de ces informateurs contrastait d'ailleurs avec le profil affiché par les agents administratifs mis au service du Congo de Léopold II, dont le nombre était plus restreint et l'âge plus jeune. En tout état de cause, les champs d'observation assignés aux rédacteurs du mouvement géographique étaient bien couverts. Géographie, histoire ou ethnographie. La stratégie rédactionnelle était tout à fait appropriée à l'époque et aux circonstances. Les genres journalistiques les plus utilisés sont les genres uchrones, ces articles dont la substance résiste à l'usure du temps. Portraits, dossiers, reportages, enquêtes, billets d'humour, chroniques, etc. Qui ne sourirait pas aujourd'hui encore à la lecture du billet écrit en ce XIXe siècle par un certain Ernest Deligne, lui-même agent à la Société du Haut-Congo, sur les origines mythologiques du peuple Ngombe, telles que racontées de façon fort taquine par leurs voisins, dit les gens d'eau. Mais en fait, comment et pourquoi s'est imposé à Agivoters ce besoin de propagande médiatique pour soutenir l'œuvre de Léopold II? Une telle pratique était-elle réellement opportune? Ne pouvait-on pas estimer que ce magazine était plus simplement l'œuvre de quelques opportunistes? Une propagande toute naturelle. Nous nous efforçons de relever ci-après les données objectives pouvant militer en faveur d'une nette rationalité, d'ordre politique ou idéologique, à la base de l'activité journalistique menée par le géographe Alphonse Jules Wauters. En premier lieu, l'on doit indiquer le rythme plutôt haletant imprimé par Léopold II lui-même à son entreprise africaine. La Conférence internationale de géographie est ouverte le 9 septembre 1876. Dans la foulée, ce forum éminemment scientifique crée une commission internationale de suivi, avec des succursales nationales à travers l'Europe. La commission internationale se réunit à Bruxelles les 20 au 21 juin 1877, sous la présidence du roi, et donne alors une forme plus précise au projet déjà adopté et annoncé d'Association internationale pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale, AIA. Les activités du roi Léopold II devinrent plus intenses avec cette préoccupation d'une possession en Afrique. En tout cas, une telle cadence nécessitait un régulier canal de transmission d'informations à la communauté des savants et même à l'opinion publique. À cette époque, Agivoters assume la charge de secrétaire adjoint de la Société belge de géographie, 1879, et il s'était donc rendu parfaitement compte de cette exigence de visibilité de l'œuvre coloniale.
En deuxième lieu, certains cercles politiques ainsi que des milieux d'affaires en Europe commençaient à douter de l'altruisme que manifestait le roi Léopold II, le soupçonnant de dissimuler derrière son entreprise apparemment philanthropique des intentions simplement marchandes. La première suspicion vint après la création du Comité d'études du Haut-Congo, CEHC, idée née lorsqu'un délégué du roi Léopold II alla rencontrer Henry Stanley en août 1877 pour le convaincre de rejoindre le monarque belge dans son entreprise congolaise. L'idée se consolida, sans Henry Stanley, lors d'une première réunion de ce comité d'études qui se tint le 24 novembre 1877 à Bruxelles. L'idée fut concrétisée une année après, le jour où le roi reçut Henry Stanley pour la toute première fois, le 25 novembre 1878 dans la salle du Conseil du Palais Royal, mais alors en compagnie de diverses personnalités venues d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, de France et même des Pays-Bas, dont aucun délégué ne fut pourtant présent à la conférence de géographie de septembre 1876. À vrai dire, cette rencontre de novembre 1878 accomplissait la volonté du roi de créer quelque chose d'autre, qui serait en réalité le doublon de l'association savante née de la conférence de géographie, mais qui donnerait les apparences d'une cellule ou branche fonctionnelle de l'AIA. Effectivement, l'on a pu noter que la plupart des membres ayant désormais rallié le CEHC étaient moins des scientifiques ou des philanthropes que des hommes d'affaires. À la troisième et dernière réunion du 12 janvier 1879 du CEHC, c'est notoirement Henry Stanley qui en assura le secrétariat, avant qu'il ne se mît à naviguer vers l'Afrique 11 jours plus tard, précisément pour atteindre au Congo ce qui était désormais assigné à l'AIA comme triple objectif, à savoir philanthropique, scientifique et commercial. Par but commercial, il faut entendre plus précisément l'échange des produits naturels contre les produits manufacturés de la civilisation européenne. À bien voir, un tel renversement de perspective de l'AIA nécessitait une claire justification auprès de l'opinion éclairée et au-delà, auprès d'un public plus large, jusque-là acquis à l'idée philanthropique du roi Léopold II. En troisième lieu, l'article 62 de la Constitution interdisait au roi des Belges d'être en même temps chef d'un autre État sans l'amendement des chambres. Et même si, par habitude, le Parlement à majorité catholique avalisait presque toujours les initiatives royales, il y a lieu de noter que, à l'époque où le roi entreprenait ses activités coloniales, il se dessinait dans les sphères du pouvoir une forte poussée de la part du groupement politique dit progressiste, dont les positions anticléricales étaient de notoriété publique. Et aux élections de 1878, le courant catholique échoua, ce qui amena de nouveau à la tête du gouvernement l'avocat Walter Frère-Orban, 1812 à 1896, fondateur du Parti libéral en 1846. Le doute à l'égard de l'entreprise africaine du roi de cet ancien ministre des Finances, 1848 à 1852 et 1857 à 1870, était déjà connu, y compris du monarque lui-même. Un appui de la presse au roi Léopold II s'avérait donc utile. Cela était d'autant requis que le gouvernement libéral est resté en fonction pendant les années suivant la conférence de géographie et précédant la conférence de Berlin. Exemple de soutien de la presse. Le numéro 27 du Mouvement géographique du 13 décembre 1885 reprit avec grande satisfaction un écrit publié par le journal belge L'Indépendance en faveur de la jeune entreprise congolaise. C'est l'œuvre d'un de nous, du roi Léopold II. En quatrième lieu, une certaine lassitude s'insinua dans l'entourage même du roi des Belges. Son collaborateur le plus proche, le baron Jules Greindl en personne, laissait percevoir son pessimisme à ses intimes, tant étaient devenues nombreuses les ponctions opérées par le monarque dans la dotation royale. En tout cas, dans la catégorie des personnes hésitantes, il faut aligner aussi le propre chef de cabinet du roi, Jules Deveau, ainsi que la reine. Tous les deux se faisaient du souci au vu des dépenses de plus en plus élevées, pour une entreprise dont la rentabilité n'était encore guère prouvée. Certes, grâce à ses interventions constantes, Léopold II parvenait à tenir encore allumée la flamme de son ambition, mais en même temps cela trahissait aussi la discrétion, étant donné que cette entreprise privée, réalisée par ailleurs en dehors de la Belgique, ne pouvait pas émarger au budget qui était officiellement alloué par le royaume aux besoins ordinaires et courants du palais. En plus,
Si elle était connue dans sa véritable nature, cette activité à caractère marchand n'aurait probablement pas été bien comprise par une opinion publique attachée à la haute image du roi. La presse avait dès lors un rôle salvateur à jouer, en précédant ou en donnant plus de relief à certains événements. Ainsi notamment, après le vote d'une résolution pro-EIC au Sénat américain le 10 avril 1884 et sans attendre la décision du gouvernement américain lui-même, le mouvement géographique annonçait déjà triomphalement dans son numéro 8 du 20 avril 1884 « L'Afrique compte un État de plus ». Gestion controversée de l'EIC. Après la conférence de Berlin, l'État indépendant du Congo se trouva en face des impératifs économiques et financiers, dus à la nécessité de rentabilisation de ce vaste territoire. Le roi Léopold II avait à se partager entre, d'une part, la symbolique de souverain civilisateur qu'il s'était attribuée et d'autre part, le recours à la méthode hollandaise d'exploitation coloniale, plus fructueuse mais publiquement décriée déjà à l'époque comme atroce et inhumaine. Les concurrents directs de Léopold II, à savoir les autres États colonisateurs, attendaient au tournant le roi des Belges, même si ce dernier bénéficiait encore de l'estime publique, laissant penser que ses activités relevaient de l'altruisme et non pas d'une volonté coloniale de l'État belge. La consolidation du malaise vint pourtant du roi lui-même, à partir du moment où fut instauré le régime domanial, c'est-à-dire le train de mesures relatives aux terres vacantes. En fait, en premier lieu, le décret royal du 17 août 1889 a institué le monopole de récolte par l'État de l'ivoire et du caoutchouc sur un domaine privé de l'État, domaine constitué alors de ce qui était désigné désormais comme terres vacantes. Explication plus simple, étaient dites terres vacantes toutes les terres qui n'étaient ni occupées ni exploitées par les indigènes. Or presque partout dans le pays, les deux produits les plus rémunérateurs qu'il était possible de recueillir, l'ivoire et le caoutchouc, provenaient des terres décrétées vacantes. Explication plus fonctionnelle. Un commerçant ne pouvait plus acheter d'ivoire ou de caoutchouc aux indigènes sans se rendre coupable de recel, puisqu'il achetait un produit appartenant à l'État. Parmi les inspirateurs de cette législation il y a principalement Camille Coquillat, 1853-1891, ancien sous-lieutenant de l'armée belge ayant participé à la mission d'occupation réelle du Congo à côté d'Henry Stanley depuis 1882, et ayant surtout exercé dans la région forestière de la province de l'Équateur. Il fut ensuite à la base de la création de la force publique, pour laquelle il amena comme premier contingent précisément les guerriers indigènes de l'Équateur. En 1889, Camille Coquillat a une fonction plus décisive, celle du département intérieur de l'EIC. C'est donc sous la responsabilité exécutive de Camille Coquillat que doivent être prises les dispositions d'application sur le territoire congolais du décret royal du 17 août 1789. Effectivement, la concrétisation la plus noire fut la circulaire du 27 mars 1890 adressée par le gouverneur général Camille Janssen à tous les commissaires de district. Cependant, le comble pour tout ce train de mesures fut le décret secret du 21 septembre 1891 enjoignant aux commissaires de district d'Arouimi UE accent aigu LE accent aigu et de Lubangui de conserver à la disposition de l'État les fruits domaniaux, notamment l'ivoire et le caoutchouc. Ce décret dit secret, parce que non publié au bulletin officiel du Congo. Et il aurait donc pu demeurer totalement confidentiel, s'il ne venait bousculer des intérêts plus apparents. En effet, en application de ce décret secret, des concessions oligopolistiques vont être accordées à deux sociétés de récolte du caoutchouc, l'Anversoise et la Bire. Ces deux sociétés sont dites concessionnaires, du fait qu'elles sont autorisées à une exceptionnelle exploitation commerciale sur un domaine relevant du monopole de l'État. La société commerciale anversoise est créée le 19 juillet 1892 par Alexandre de Brown de Thiège et la Bire, Anglo-Belgian Indian Rubber and Exploration Company, le 27 septembre 1892 par Arthur van den Nest. Or, ces nouvelles entreprises ne pourront opérer plus concrètement que dans le périmètre déjà occupé par une autre entreprise, la SHB, Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo, qui appartient précisément au holding d'Albertis, lui-même influent membre de la cour royale. Le conflit d'intérêts pénètre ainsi dans le palais. Il ne va plus épargner personne,
aussi bien les collaborateurs du roi que le monarque lui-même. Alors, plus profondément, à l'intérieur du cénacle, des voix discordantes vont commencer à se faire entendre. C'est le cas de l'un des plus prestigieux d'entre ces derniers, Albertis, cet officier d'ordonnance du roi dont nous avons déjà relevé la participation intime à toute l'œuvre coloniale de Léopold II. Son témoignage: je faisais de grands efforts pour lui faire abandonner son idée d'exploiter par l'État. Je lui avais montré tous les inconvénients du système Van den Bosch pratiqué par les Hollandais. Et comme j'ajoutais que ceux-ci rougissaient de leur passé colonial et avaient décidé de l'abandonner, le roi me répondit: eh bien, je ferai aussi pénitence dans mes vieux jours. En fait, de manière générale, plusieurs griefs étaient formulés contre la méthode d'exploitation et de rentabilisation du Congo passé sous gestion de l'EIC en tant qu'œuvre personnelle de Léopold II. Primo, les missions protestantes, qui avaient soutenu l'idée de l'œuvre philanthropique de Léopold II, commençaient à s'inquiéter de l'adoption dans l'EIC de ce modèle hollandais d'exploitation. Son côté le plus pervers consistait à rémunérer les agents coloniaux sur leur capacité à faire produire aux indigènes les quotas de produits fixés d'avance. Car cette méthode amenait forcément les agents européens expatriés travaillant pour le compte du roi à se montrer impitoyables à l'égard des indigènes. Ils étaient acquis à la doctrine du résultat. Ils se rendaient peu compte qu'ils étaient en train d'appliquer un système bâti sur du véritable travail forcé. Revers de la médaille, pour abus avérés, certains d'entre ces agents étaient tout de même amenés à subir des condamnations par la justice locale, la peine étant souvent un rapatriement forcé en Europe. Cependant, le plus important à souligner est que, en dehors de leurs propos tenus lors des audiences et jugements, les confessions en privé des agents châtiés n'étaient guère de nature à redorer l'image du souverain philanthrope. Le roi se trouvait ainsi dans une situation assez peu confortable. Primo. Certes, le statut personnalisé de l'État congolais ne prédisposait son propriétaire royal à aucun contrôle de la part du gouvernement ou de l'administration de Belgique, mais cette ambivalence ne manqua pas de remettre en surface le débat sur les incompatibilités de Léopold II. Il exerçait effectivement comme double souverain, souverain de Belgique et souverain du Congo, ce que prohibait l'article 62 de la Constitution belge. Par ailleurs, au sein de la classe dirigeante belge elle-même, l'on fait remarquer comme suspecte la contribution à l'entreprise personnelle du roi des diplomates officiels de l'État ainsi que des officiers de l'armée régulière. Secondo, les agents commerciaux du roi ne toléraient pas beaucoup la présence d'autres commerçants privés européens à leur côté, contrairement aux exigences du traité issu de la conférence de Berlin. Ce traité prohibait tout monopole sur le territoire de l'EIC, ayant donc fait du Congo pratiquement une propriété commerciale commune à toutes les puissances de l'époque. Le retournement du mouvement géographique. Finalement, du roi belge commença à apparaître dans l'opinion internationale un profil de simple marchand, voire d'un marchand à l'idée monopolistique. Comme on l'a indiqué, Albertis prend ses distances. Et de fil en aiguille, cela vient à nourrir également de la tiédeur chez Alphonse Jules Wauters. La revue Le Mouvement géographique et son rédac-chef, Alphonse Jules Wauters, ont fini par manifester de la méfiance vis-à-vis du roi. Le mouvement géographique dut prendre clairement position vis-à-vis de cette nouvelle théorie économique, du régime domanial. Car pour le mouvement géographique, la gravité de cette mesure n'échappera à personne. Malgré cette gravité déjà avérée pourtant, le gouverneur général prit un arrêté le 6 décembre 1892 portant mesures concrètes relatives à la récolte du caoutchouc et à la redevance domaniale. Alors, plutôt qu'appuyer Léopold II qui donnait l'impression de ne promouvoir que ses propres intérêts, la revue préféra dorénavant servir les intérêts belges. Un éditorial d'Alphonse Jules Wauters l'affirma publiquement: pour ce qui nous concerne personnellement, nous qui signons ces lignes et qui depuis 15 ans servons sans marchander et avec foi l'idée généreuse et pure, créatrice de l'œuvre, nous ne cacherons pas que nous sommes déconcertés et troublés. Wauters sera encore plus incisif une semaine plus tard. L'État trafiquant et ayant à sa solde des agents excités à supprimer la concurrence voisine, c'est là une situation d'une gravité exceptionnelle. Et l'éditorialiste de conclure 7 jours plus tard, la mesure est comble. Et comme pour confirmer la permanence de cette inquiétude,
le journal créa une nouvelle rubrique portant précisément l'intitulé ci-après, le conflit entre l'EIC et les sociétés commerciales. En fait, depuis mars 1890, le mouvement géographique était devenu propriété de la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, CCCI, société créée dès le 27 décembre 1886 par Albert Thiss pour soutenir les initiatives des entrepreneurs belges voulant œuvrer au Congo. Rappelons que, au départ, la CCCI était née entre autres dans une perspective tout à fait nationaliste, celle de barrer la route aux investisseurs anglais, dont l'ardent désir était la construction du chemin de fer reliant Léopoldville à l'océan Atlantique. Avec le mouvement géographique devenu organe de la CCCI, Alphonse Jules Wauters n'en était plus simple rédacteur en chef. Il en était devenu bel et bien directeur. Et dans un entrefilet du 7 septembre 1890, le mouvement géographique s'identifie comme une publication indépendante, s'interdisant ainsi d'apparaître comme un organe officieux de l'EIC. En tout cas, il avoue n'être qu'un organe des intérêts belges dans les pays d'outre-mer. Dans le dernier numéro de sa série, A.J. Wauters ne manqua d'ailleurs pas d'indiquer qu'Albert Thiss s'était beaucoup investi pour assurer l'existence matérielle du journal, et que néanmoins, ce dernier n'avait nullement muselé son esprit. La parution du journal alternait désormais, un dimanche sur deux, avec celle du Congo illustré qui était alors une publication de la CCCI, avec comme sous-titre « Voyages et travaux des Belges de l'État indépendant du Congo ». Cette dernière publication était un magazine illustré par des dessins et des photos en noir-blanc. Quoique sans couleur, ces images permettaient néanmoins à quiconque de pouvoir s'informer suffisamment sur l'art, le relief, la faune et la flore de ce nouveau territoire. Les deux organes de presse finissent par fusionner plus simplement en janvier 1896. Et le directeur A.J. Wauters ajoute une nouvelle étiquette à sa fonction. Secrétaire général des compagnies belges en Afrique. La nouvelle version du mouvement géographique avait alors à faire face à un concurrent sérieux, le journal hebdomadaire La Belgique coloniale de l'avocat René Vauthier, plaidant la cause de l'État colonial avec moins de recul et de critique que l'organe d'A.J. Wauters. Le journal de René Vauthier estimait notamment que l'évolution des procédés commerciaux dans les colonies est vraiment extraordinaire, et que désormais, partout l'indigène trouve un débouché rémunérateur pour les produits de sa chasse ou de sa récolte sans passer par les exigences du trafiquant d'antan. Ce journal de 12 pages, La Belgique coloniale, était sorti des presses le 10 novembre 1895 et était offert sur le marché le dimanche, exactement comme le mouvement géographique. Format de propagande coloniale. Tout compte fait, le revirement d'A.J. Wauters peut être considéré comme une bouderie au sein de la famille. En effet, même si lui-même affirmait dans l'intimité que le Congo était devenu un cauchemar, il ne s'agissait pas pour Wauters de rompre avec la vision générale de l'entreprise coloniale. Le mouvement géographique ne manquait d'ailleurs pas de poursuivre l'apologie pour l'exploitation économique du territoire congolais. Unique grief précis formulé à l'égard du roi. Léopold II ne privilégiait que son propre bénéfice, non pas les intérêts des privés belges, non plus ceux des autres hommes d'affaires. En fait, A.J. Wauters s'imaginait que si sa publication devait un jour cesser de se définir comme le journal populaire des sciences géographiques, comme à ses origines, ce n'était pas pour servir le roi Léopold II tout seul, mais plutôt les intérêts belges au Congo. En définitive, et alors que commençaient à monter les critiques sur les actes de violence et les atrocités commises sur les indigènes, Alphonse Jules Wauters préconisa plus simplement que le Congo soit repris par le Royaume de Belgique, comme c'est écrit très explicitement dans le numéro 18 du 5 mai 1901, pour l'annexion immédiate du Congo. Et il donna le coup de grâce dans le numéro du mouvement géographique du 1er mars 1908. Il y a 3 ans que le Parlement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.